Ben, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir répondu massivement à cette invitation qui était lancée seulement qu'hier. Et le sujet qui nous réunit donc, en ce début d'après-midi, c'est surtout la thématique PPTE. On a tous informé que la Côte d'Ivoire a franchi donc l'étape de cette initiative-là, ce qui est une très grande joie pour notre pays. Donc, M. Egli va communiquer un peu sur ce sujet-là. Et ce qui est important, c'est surtout la déclinaison de cette initiative-là par rapport au problème de la pauvreté en Côte d'Ivoire, pour un pays qui a connu pratiquement 12 ans de crise. Et surtout aussi, l'aspect concernant donc la réconciliation nationale. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de bouffée d'oxygène financière en ce qui concerne le pays. Quel sera l'impact de cela sur les populations et sur tous les problèmes auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée. Donc, c'est à tous ces problématiques-là que le ministre Joël Guissy, que vous connaissez très bien, qui est le porte-parole principal du RDR, qui est le Rassemblement des Républicains du Côte d'Ivoire, qui est le parti au pouvoir, va répondre. C'est vrai que la thématique choisie, c'est une thématique économique. On pourra éventuellement déborder sur d'autres sujets. Donc le ministre m'a dit en off, bon, il peut le dire en on ici, qu'il est prêt à répondre à toutes sortes de questions en dehors de la thématique que je vous ai imposée. Donc, monsieur le ministre, vous avez la parole, parce qu'on va la cuisine de l'État. Merci beaucoup, merci. Je ne sais pas quel est le mode opératoire, normalement on doit manger. Donc on parle d'abord avant de manger. Pendant qu'on parle, on pourra manger. Voilà. D'accord, ok. En tout cas, chers amis, je suis très heureux d'être ici avec vous pour parler d'un sujet qui est plus que d'actualité. Cela fait bientôt 12 ans que la Côte d'Ivoire avait souhaité obtenir un allègement substantiel de sa dette. Souvenez-vous qu'en 1999, au moment où le président Bédié était président de la Côte d'Ivoire, il avait annoncé que quelques mois après, c'est-à-dire au mois de mars-avril, normalement la Côte d'Ivoire devait connaître un allègement considérable de sa dette. Et puis est survenu le coup d'État de 1999. Et de cette date jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire a couru après cet événement. Pourquoi l'initiative PPTE? Il faut dire que c'est en 1996 que cette idée a germé dans l'esprit de ceux qui avaient en charge le FMI et la Banque mondiale, parce qu'ils estimaient que certaines dettes, de par leur poids, empêchaient le développement, empêchaient les pays d'émerger. Donc, ils ont lancé cela. Mais il y avait des conditionnalités. Aujourd'hui, on observe que la Côte d'Ivoire devient le troisième pays bénéficiaire de cette initiative. Mais cela ne s'est pas fait comme ça. Il a fallu passer par des étapes. La première étape, c'est d'abord qu'il fallait avoir un programme économique viable. Qui dit viable, c'est-à-dire un programme économique qui va dans le sens de l'aide aux couches les plus défavorisées. Deuxième étape, c'était ce qu'ils ont qualifié de point de décision. Le point de décision, c'est quand vous avez mené une série de réformes économiques et que vous avez pris certains engagements que la Banque mondiale et le FMI vous donnent le point de décision. La troisième et la dernière étape que nous venons de franchir, c'est le point d'achèvement. Avant le point d'achèvement, l'État de Côte d'Ivoire était tenu de mener certaines réformes fondamentales. La première, c'était d'abord la mise en place d'un programme national de développement appuyé par un programme de réduction de la pauvreté. Il se trouve que depuis que le président Ouattara est arrivé, il a pu mettre en place et le programme national de développement
et le programme de réduction de la pauvreté. Bon, cela ne nous surprend pas parce que c'est un économiste, il a travaillé au FMI, donc il sait quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour pouvoir faire aboutir ces deux programmes. Promesse a été faite donc au FMI et à la Banque mondiale que le programme national de développement ainsi que le programme de réduction de la pauvreté, ces deux programmes-là vont être conduits parallèlement et qu'au terme, on va aboutir sensiblement à réduire, du moins à réduire sensiblement la pauvreté en Côte d'Ivoire. C'est tout ça qui a amené la Banque mondiale et le FMI à accepter enfin de faire un allègement substantiel de nos dettes extérieures. Notre dette extérieure qui est évaluée en francs CFA aux alentours de près de 7 000 à 8 000, c'est selon. Soit on prend les dettes du Club de Paris, ou bien on y ajoute ceux du Club de Londres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce qu'on vient d'obtenir, c'est pratiquement un peu plus de 50% de notre dette extérieure qui s'en va. Et quand on sait que chaque année, l'État de Côte d'Ivoire dépensait entre 400 et 600 milliards pour sa dette extérieure, c'est une bouffée d'oxygène incroyable pour la mise en œuvre de certaines actions sur le terrain, en l'occurrence des actions sociales, construction d'hôpitaux, construction de petites centres de santé, adduction d'eau, électrification, routes que nous pouvons, et même les écoles, à dépenser cet argent en paiement des dettes extérieures. C'est vrai, il y a certains qui vous diront, oui, quand on est initiative PPTE, on n'a pas à se glorifier de cela. Mais dans notre situation de pays pauvres, hein, nous avons à nous glorifier cela parce que, ayant un président qui sait ce que c'est que la gestion des deniers publics dans un cadre de bonne gouvernance, nous sommes persuadés que cet argent va servir essentiellement aux projets sociaux en Côte d'Ivoire. C'est un peu le cadre global que je voulais planter avec vous, pour vous dire que aujourd'hui, on est fiers du président Ouattara. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, pour que la Banque mondiale et le FMI, de manière conjointe avec le Club de Paris et le Club de Londres, acceptent de faire ce type d'allègement, c'est parce qu'ils ont confiance en la gouvernance qui est là. Un des éléments que je voudrais vous signaler aussi, c'est que pour pouvoir bénéficier de l'initiative PPTE, les gens tiennent compte de certains critères qui sont des critères de non seulement bonne gouvernance, mais surtout de démocratie. Qui dit démocratie, dit respect des droits de l'homme. Et si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pu bénéficier de ça, c'est parce que les institutions internationales ont la certitude que la Côte d'Ivoire, comme le dirait l'autre, is back en ce qui concerne les droits de l'homme et la démocratie. C'est un peu ça, c'est la prime à la bonne gouvernance, la prime à la démocratie. Voyez-vous, la décision, au moment d'atteindre l'étape de la décision, là c'est fait sous le président Gbagbo. Mais la Banque mondiale et le FMI ne pouvaient pas nous donner le point d'achèvement pour une simple raison. Ils vous disent démocratie. Qui dit démocratie dit élection. Qui dit élection dit mise en place des institutions. Pendant près de 10 ans, on n'avait pas eu d'élection crédible en Côte d'Ivoire. Donc pendant ce temps, la Banque mondiale et le FMI ne pouvaient pas se permettre de nous donner le point d'achèvement. Et ils avaient des doutes quant à la démocratie, ils avaient des doutes quant aux droits de l'homme dans notre pays. C'est pour ça que tout ça a été mis en veilleuse. Et un an après l'arrivée du président Ouattara, je peux vous dire que c'est un signal très fort que la Banque mondiale et le FMI viennent de nous donner pour nous prouver qu'ils suivent notre pays, ils ont confiance à ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Et je peux vous garantir que le président Ouattara, il est certain, mettra à profit cette confiance que les institutions internationales ont placée en sa personne et en son gouvernement pour pouvoir réaliser tous les projets qui ont été prévus dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté. Il y a beaucoup à dire sur le PPTE, mais je voudrais m'arrêter là pour pouvoir vous écouter et qu'on puisse échanger.
il a dit tantôt, il y a d'autres sujets qui sont des sujets d'actualité. Et à cette tribune, je voudrais vous dire que je ne vais pas refuser quelques questions que ce soit. Que ce soit par rapport aux questions de la Cour pénale internationale, les questions de sécurité, les questions de cherté de la vie, les questions liées aux relations internes au niveau du RHDP, toutes ces questions, je suis prêt à répondre et je vous remercie. Ok. Je crois qu'avant de commencer par les traditionnelles questions-réponses, Monsieur le ministre, si vous permettez, j'aimerais présenter donc, que le confrère présent. On va commencer par M. Axel Hilary, qui a sa propre boîte de communication. C'est monsieur qui a la caméra, oui, sur votre gauche. Et M. Frédéric Pouon, qui travaille également pour une boîte de communication, qui est par ailleurs le correspondant de Soir Info. Ok. Et à M. Mathieu Cara, qui a aussi une caméra, qui en général fait beaucoup d'images vidéo pour la RT. Okay. Il est beaucoup sollicité d'ailleurs dans ce sens. Il y a M. Eric Traoré qui est là, M. qui est en vert, qui a très lié un document alors qu'ils sont en pleine conférence. Et il est du média qui s'appelle Francophonie Info. D'accord. Bon, la dame, vous la connaissez, Madame Cameroun, vous la connaissez, donc je ne vais pas vous la présenter. M. Karim Wali, qui est journaliste, enseignant, il travaille pour le quotidien Nord-Sud. Okay. À côté, il y a M. Valentin Odonou, qui a travaillé pour Africa, non pas même pour Africa pour International, aujourd'hui il travaille pour Select Afrique, Asie, bon, okay. Voilà, beaucoup de magazines panafricains, voilà, continental. Afrique Asie, ça revient sous la forme magazine. Voilà. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui il bosse pour Select Afrique, le groupe Select Afrique. Ah oui, Select Afrique. À côté, M. Jean-Paul Auro, journaliste depuis plus de 10 ans, 15 ans, voire 15 ans. Il travaille 16 ans même d'ailleurs. Il est le correspondant permanent de l'intelligence d'Abidjan. Ok. Et dans le fond, M. Adi, photographe attitré, il travaille donc dans Fatim Kamara. Voilà, c'est un peu l'équipe qui s'est constituée. Et M. Soumaro, que bon, je n'ai pas oublié, qui est l'assistant de Mme Fatim Kamara. Donc, ça c'est l'équipe d'ambassade, Fatim Kamara, M. Soumaro, voilà. Donc, voici comment on travaille un peu en réseau. Merci beaucoup, cher ami. À chaque fois que vous serez déplacé à Paris, si vous nous sollicitez, vous verrez un peu ces mêmes têtes, voilà, de façon générale. Voilà, vraiment Yao, voilà, correspondant Fatma, président de l'Union des journalistes de France. Et tous ceux qui sont présents sont membres de l'Union des journalistes. Voilà. Okay. Vous êtes au nombre de combien? Bon, plus ou moins une trentaine. Hein. Voilà, maintenant, il y a certains qui sont en province, bon, les autres sont en région parisienne. Ok. En tout cas, moi, je suis très heureux de faire votre connaissance. Voilà, à qui la première question? Allez, soyez très percutants. Le plus court. Bon, moi, je vais répondre sur le premier sujet, en attendant que votre sujet intervienne. Monsieur le ministre a parlé de la question du PPTE. Tout le monde sait que cette question a été déjà largement abordée. Moi, je veux savoir concrètement quel est l'objet de la présence du ministre à Paris, réellement. Depuis quand il est là, et est-ce qu'il est venu pour communiquer sur cette question ou bien il y avait d'autres questions, et en tout cas en dehors de cette question-là. Je vais répondre immédiatement. Nous sommes ici à Paris pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est de rencontrer les médias panafricains et les médias occidentaux en vue de dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous savez que depuis bientôt un an, un peu plus d'un an, le président Ouattara est au pouvoir. Et certains médias, ou bien certains de nos frères qui ne sont pas de la même obédience politique que nous, étant à Paris, ont intoxiqué pratiquement tous les médias et toutes les presses. Ils ont passé leur temps à dire des contre-vérités sur ce que c'est que la Côte d'Ivoire, sur le travail du président Ouattara. À un tel point que, vu de l'extérieur, la Côte d'Ivoire ressemblait à un pays où l'insécurité était la chose la mieux partagée, où la pauvreté était la chose la plus courante. Et il était bon, à la demande
secrétaire général du RDR et de la cellule chargée de la communication du président de la République, que nous venions à Paris, un groupe de cadres, aussi bien de notre parti que du palais présidentiel à Abidjan, pour venir dire la vérité. Un an après, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue? Du moment où, du moins depuis le jour où le président Ouattara prenait le pouvoir, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et nous, je crois qu'humblement, partout où nous sommes passés, nous avons pu dire ce qui est. Ce qui est, c'est quoi? C'est qu'au moment où le président Ouattara arrivait au pouvoir, la Côte d'Ivoire était au niveau de la sécurité à l'indice 4. Ça veut dire que vraiment l'insécurité était totale. Aujourd'hui, nous sommes à l'indice 1. Indice qui est accepté par les institutions internationales, telles la Banque mondiale, la BAD. Donc, il était bon qu'on vienne dire que contrairement à ce que les gens racontent dans la presse qu'on qualifie chez nous de presse bleue et l'intoxication qui était distillée de manière très subtile, parfois en Occident, qu'on vienne dire ce que c'était, ce qu'est devenu le niveau réel de sécurité. C'est vrai, l'insécurité zéro n'existe pas, mais nous sommes dans une situation qui s'est très bien améliorée. Nous avons connu une situation de sécurité où maintenant on peut quand même aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, en toute quiétude. Ça, c'est déjà le premier élément qu'on devait mettre en exergue. Le deuxième élément, les gens croyaient que la Côte d'Ivoire était un pays où le président Ouattara ne travaillait pas. Mais la vérité, je vous dis que depuis que le président Ouattara est arrivé, les réalisations qu'il a faites sont supérieures à ce qu'on a connu en 10 ans. Je vais vous donner quelques exemples. En moins d'1 an, il a remplacé les plateaux techniques de tous les hôpitaux majeurs de Côte d'Ivoire. 34 plateaux techniques ont été réparés. 33 appareils de dialyse neufs avec leurs instruments ont été mis dans ces hôpitaux. Imaginez un peu le soulagement pour tous ceux qui ont besoin de se faire dialyser. Il y a eu en moins d'1 an 2500, près de 2500 pompes d'hydraulique villageoises qui ont été réhabilitées, permettant ici aux populations d'avoir de l'eau potable. En moins d'1 an, c'est près de 2 millions de kits scolaires qui ont été distribués gratuitement pour permettre aux ménages à revenus pauvres, du moins à revenus faibles, de pouvoir scolariser leurs enfants. En moins d'1 an, c'est près d'1 million de kits de soins gratuits, surtout pour les femmes, qui ont été donnés. Je ne parlerai pas des routes qui aujourd'hui sont reprofilées, des routes qui sont bitumées. Il y a un véritable boom économique et cela est réel. Il était bon qu'on vienne le dire, parce que c'est palpable. Je peux vous dire que pour vous qui êtes ici, essayez par les temps qui courent de prendre un billet d'avion pour aller à Abidjan. On vous dira qu'il n'y a pas de place sur tous les vols jusqu'en août. Pourquoi? Parce que la destination Côte d'Ivoire est maintenant prisée. Elle est prisée. Le nombre d'investisseurs qui attendaient que la situation se normalise pour venir, mais il est incroyable. Tous les jours que Dieu fait, les avions sont remplis. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a une destination dorénavant prisée. Dans le même volet, nous sommes venus aussi pour expliquer la situation sécuritaire de notre pays. Il y a eu ce que vous avez tous appris dans la presse concernant l'idiote tentative de coup d'État où des gens se sont fait filmer à l'avance. Et c'est vous dire que quelque part le président Ouattara avait aucun. De manière très discrète, il a pu non seulement démanteler, mais avoir les informations et créer les conditions pour que ce coup d'État soit démantelé. Bon, les gens l'ont avoué. Lida Kwassiles, ministre d'État, ministre de la Défense, l'a avoué. Il a demandé la clémence du chef de l'État. Je crois qu'en la matière, justice va se faire.
il était aussi bon qu'on vous parle de ce qui se passe à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Alors, le cas de l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Souvenez-vous qu'il y a eu la guerre au Libéria et la guerre en Sierra Leone. Pendant cette guerre, ces deux guerres, il y a eu beaucoup de miliciens qui ont été formés. Et quand vous regardez la frontière ivoirienne avec le Libéria, elle est longue d'à peu près 700 km. De part et d'autre de la frontière, vous avez les mêmes peuples. C'est-à-dire vous avez les Oué et les Guyo d'un côté, et de l'autre côté, vous avez les Krou, et j'ai oublié le nom de... Non, les Oué et les Dents d'un côté, et de l'autre côté, vous avez les Krou et les Guyo. C'est deux peuples qui sont cousins. Alors, quand il y a eu la guerre au Libéria, il y a eu même des villageois de Côte d'Ivoire qui sont allés aider, assister leurs cousins de l'autre côté. Il en est de même pour quand il y a eu le conflit ivoirien. Ce qui fait que les armes ont circulé. Pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Après le 19 septembre 2002, les cadres, surtout de l'opposition, du moins du FPI, de l'Ouest, ils ont passé leur temps à créer et organiser des milices. Ainsi, vous avez le FLGO, l'APOE, ce sont des groupements Mao-Gloffier que vous devez bien connaître. Ceux-là se sont entraînés, ils ont créé des véritables camps d'entraînement de miliciens à l'Ouest. Ces miliciens se sont fait aider par les mercenaires libériens, c'est-à-dire leurs frères et leurs cousins de l'autre côté du Libéria. Donc pendant la crise post-électorale, ces mercenaires-là se sont déversés sur Abidjan avec leurs frères du FLGO, l'APOE et puis autres associations. On comptait à peu près une vingtaine de milices comme ça à l'ouest. Ils sont venus à Abidjan et ils ont aidé les FDS à combattre. Après la débâcle des FDS, ils se sont tous retrouvés à l'ouest, dans les forêts de taille. Vous savez, hein, un milicien qui est obligé de rester en forêt, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est de faire des excursions de temps à autre dans les villages pour venir prendre un peu de nourriture, racketter, ainsi de suite. C'est de là que vient toute l'insécurité dans cette région. Mais malheureusement, ils ne se sont pas arrêtés en tuant près de 63 personnes à l'ouest, dans les villages, mais ils ont été plus loin. Ils ont abattu 7 Cats bleus. Et de manière énergique, le gouvernement ivoirien, appuyé par l'ONUCI et les forces françaises, ils se sont engagés à mettre de l'ordre pour pacifier cette zone, de telle sorte que les populations qui sont dans cette zone puissent vivre vraiment en toute quiétude. C'est ça le dilemme et le problème au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ajouter à cela un conflit foncier. Je ne vous cache pas que c'est une zone qui est très riche, elle est prospère. La forêt est drue, donc le café et le cacao, dont nous sommes le premier producteur mondial, poussent facilement. Donc, dans cette zone, il y a eu des allochtones et des allogènes qui sont allés s'installer. Ces allochtones, c'est des Baoulés, c'est des Sénoufos, c'est des Malinké, c'est des Koulangos, c'est certains de nos frères de la sous-région, des Maliens, des Burkinabés, sont allés s'installer dans ces zones. Et à la faveur de la crise ivoirienne, les mêmes cadres de cette région disent que ces allogènes qui sont installés là-bas depuis près de 20 ans s'en aillent. Alors imaginez un peu, quelqu'un qui a une plantation qu'il a depuis 20 ans, c'est son héritage. Le Baoulé, le Sénoufo qui a fait son champ, c'est son héritage. C'est un héritage qu'il va laisser à ses enfants. Et les cadres, aidés par qui ont créé ces milices-là, passent de campement en campement, non seulement pour racketter, mais plus grave maintenant, ils demandent à ce que les allogènes s'en aillent. Donc il y a un conflit foncier. Voici un peu l'environnement. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, dès ce lundi, a eu un séminaire spécial sur le foncier, en vue de réactiver la loi de 98, qui est une très bonne loi, dit au passage, mais pour laquelle on n'a pas encore eu le temps de faire la promotion, pour expliquer aux uns aux autres que la terre appartient à l'État de Côte d'Ivoire, les gens ne sont que des usufruitiers. Et cette loi-là, ici, elle est mise en œuvre, peut-être que ça n'a pas atténué un peu
les tensions. Mais retenez qu'il y a des gens qui veulent s'en servir comme argument politique pour pouvoir déstabiliser le pouvoir ivoirien. Donc voici un peu ce pour lequel on est venu. Mais le dernier point sur lequel on voulait communiquer aussi, c'est par rapport à la haie. Franchement, quand nous avons écouté la presse panafricaine, on a l'impression que les bourreaux d'hier sont devenus les victimes. Il n'y a pas longtemps, hein, il y a un an de cela, que dans les rues de Yopougon, on appliquait ce qu'on appelait l'article 125, ça veut dire 100 francs pétrole et 25 francs allumettes. Et on mettait un punais autour de la personne, on brûlait. Il n'y a pas longtemps, quand les miliciens et mercenaires libériens disaient à Abidjan, nos babos, nos pis. Et ils tuaient. Et un an après, on est surpris de constater que les individus se transforment subitement en victimes. Donc c'est pour dire que le procès de Gbagbo, qui passionne tant les médias et la presse nationale, c'est un procès qui aura certainement lieu. Mais lors de ce procès, il était bon aussi que nous venions pour dire la vérité sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, sur les tueries massives, sur la façon dont on a bombardé à l'âme lourde les femmes au menu à Bobo, sur la façon dont on a exterminé les camps des gens venant du camp RHDP. Il était bon qu'on vienne pour pouvoir établir ces vérités-là. Voici, j'ai été un peu long, mais c'était pour vous expliquer que nous sommes là depuis bientôt 15 jours. C'était pour pouvoir apporter ces éléments de vérité. Je voulais finir sur cette question de l'insécurité à l'ouest. Un additif? Un additif, justement, je finis à sa question. Là, vous avez parlé tout à l'heure de l'insécurité à l'ouest. En tout cas, ça a produit pas mal de médias. Vous avez parlé des mercenaires libériens, des ennemis sont pro-Gbagbo, effectivement. Mais il y a le magazine Jeune Afrique qui a fait une révélation pas plus tard que 2 jours. Qui a aussi cité certains mercenaires, certains chefs de guerre burkinabés. Ensuite, même le c'était Amadé Jérémy, avec 4 autres chefs de guerre burkinabés, qui sont aussi dans ces zones-là, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Libo, que ce soit partout. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette présence-là dans ces zones-là? Non. Pour apporter un additif à sa question, c'est que le problème du conseil rural ne date pas de la crise post-électorale. Bien sûr. C'est un problème qui remonte à très longtemps. Donc, est-ce qu'il ne faut pas le cerner dans sa globalité? Et pour enchérir à son propos, les chefs de guerre burkinabés n'étaient pas principalement des miliciens pro-Gbagbo. Apparemment, ils étaient des chefs de guerre qui étaient proches des forces nouvelles, des FRC. Et que c'est pour certaines raisons, ou des raisons d'autres, qu'ils auraient retourné Kazakh. Donc vous avez connaissance de la présence de ces chefs de guerre dans ces zones-là? Non, écoutez, ce qu'on appelle chef de guerre, hein, dans notre jargon, à notre avis, c'est ça les anciens ex-comzom. Quand la guerre a commencé, ceux-là, ils sont identifiés. Est-ce que vous comprenez? Ils sont identifiés. Effectivement, nous avons connaissance du fait que dans cette zone-là, il y a des gens qui se sont organisés pour se protéger. De quoi il s'agit? À un moment donné, vous avez fait votre plantation de 20 hectares, 30 hectares. Et puis des individus se réclamant du FLGO, de l'APOE, viennent pour vous arracher. Qu'est-ce que vous faites? Les gens commencent à se protéger. C'est là que naît certains groupuscules d'individus pour protéger leurs ressortissants ou bien leurs parents. Ça a été le cas par exemple de certains dozos qui ont été appelés pour venir protéger certaines implantations. Mais les appeler chefs de guerre, je trouve que nous, ce que nous connaissons... L'armée régulière de la Côte d'Ivoire, mais justement, l'armée régulière de Côte d'Ivoire vient de prendre ses responsabilités. Elle a décidé de pacifier la zone. Pour en revenir à ce que vous disiez, le problème de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est un problème lié à la crise militaire, mais en même temps un problème lié au foncier, comme vous l'avez dit, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le vrai fond du problème, c'est quand des individus veulent spolier un autre groupe d'individus de leurs droits et de l'usufruit de leur travail. C'est ça le vrai problème. C'est de là que tout vient. Je ne vous cache pas que on a connu ce problème dans les années 70-74 par là. Bien, c'est de quel rapport vous parlez? Le dernier rapport de Nations Unies en date du 29 mars 2012. 2012, qui est paru dans quel organe?
C'est un rapport officiel. Non, 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 c'est parce que moi je n'ai pas eu connaissance. Ah d'accord, donc vous allez sur le site des Nations Unies. Si j'avais eu connaissance de ça, je vous aurais dit, mais ce que je peux vous dire, c'est-à-dire qu'on est là pour se dire certaines vérités. Hein? Certaines presses ne vont pas en profondeur dans les explications. Moi je parle des rapports, je parle pas de Non, parce que vous avez parlé de Jeune Afrique. Non, tout à l'heure. Alors que c'est pas un rapport officiel. Non, alors que c'est pas Jeune Afrique qui a parlé de ça. Non. Est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas dans Jeune Afrique? Parce que je discutais avec Fatim tout à l'heure, nous avons lu tous les deux dernières semaines de Jeune Afrique. Nulle part il n'est fait mention de ça. Si, le papier de Pascal Hérault, de lundi dernier, où il a mis Côte d'Ivoire concernant impossible à la première page. Oui. Voilà. Oui, et qui indique que c'est sur la base d'un rapport des Nations Unies. Moi j'ai le rapport. Non, je demande, est-ce que le papier, comme je ne l'ai pas lu, c'est pour ça que je veux avoir des précisions. Est-ce que c'est un rapport, le papier de Jeune Afrique s'appuie sur un rapport des Nations Unies? Moi je peux vous confirmer que le papier de Jeune Afrique parle d'abord des 5 chefs de guerre burkinabé, avec citation, avec des noms. Ça c'est le... Ah, c'est Jeune Afrique. Jeune Afrique. Bien. Ok. Donc, moi, le rapport des Nations Unies, à date du 29 mars 2012, dit que ces Bozo-là, ces burkinabés, ils sont tous confondus. En tout cas, pratique des raquettes, filles et comment dire, même commettre des exactions sur les populations à l'ouest. Bon, je vais vérifier, je ne l'ai pas lu. Mais seulement moi, je dois vous parler de l'état d'esprit des populations qui sont à l'ouest. Je vous prends un exemple. Vous avez une plantation de 50 hectares de cacao. Des individus, sous le prétexte qu'ils ont des armes, ils ont des miliciens, ils viennent, ils vous arrachent cette plantation. Vous faites quoi? Vous défendez. Bien. Donc c'est pour cela que je ne veux pas rentrer plus dans le détail. Vous dire qu'à un moment donné, le désordre à l'ouest était tel qu'il y a certains groupes qui ont commencé à se protéger. Souvenez-vous, au début de la crise, en 2002, dans certaines régions, les gens étaient obligés de se protéger. Les groupes de défense ont commencé à naître. Maintenant, on est revenu dans une situation normale. Si cela persiste, il appartient à l'État de mettre de l'ordre. Et je vous dis, actuellement, ils sont en train de mettre de l'ordre dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais, n'oubliez jamais les causes. Ne faites pas trop de raisonnements sur les conséquences. Raisonnez sur les causes. Les causes, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, des fils de Côte d'Ivoire ont armé des miliciens pour pouvoir arracher des plantations à des personnes. N'oubliez jamais ça. Et donc, si le rapport de Jeune Afrique ne parle pas de des causes lointaines, c'est que c'est un rapport qui est incomplet. C'est un papier qui est incomplet. Dire, oui, il y a des miliciens qui, proches des FRC qui sont en train de faire cela, sans expliquer d'où viennent ces miliciens, pourquoi ces groupes ont été créés, c'est incomplet en termes d'investigation. Merci. S'il vous plaît. Monsieur Jean-Paul Oro, merci. intelligent d'Abidjan. Jean-Paul Oro, l'intelligent d'Abidjan. Monsieur Joël Guessant. Oui. Je vais revenir un peu. Vous allez m'excuser d'être un peu long, je vais prendre 2 à 3 minutes. Ok, merci. Dans votre introduction, vous avez évoqué la question de PPTE, qui est le sujet central de notre rencontre aujourd'hui. Vous avez défini les conditionnalités qui pourraient vous permettre d'arriver à ce point d'achèvement de cette initiative-là du Fonds monétaire international. Et dans ces différentes conditionnalités-là, il n'y avait pas marqué, à mon sens, comme vous-même vous venez de le dire, la conditionnalité étrangement que vous avez sorti après de la bonne gouvernance, de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Les conditionnalités du FMI étaient purement économiques, macroéconomiques, microéconomiques. Elles n'avaient aucune approche politique ou concernant les droits humains. Et vous finissez de donner les conditionnalités et vous faites votre lecture d'aujourd'hui, du fait que la Côte d'Ivoire soit arrivée à ce point d'achèvement sous Alassane Ouattara, parce que Alassane Ouattara a garanti la démocratie, a garanti la bonne gouvernance et a garanti les droits de l'homme, les droits humains en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la Banque mondiale de la FMI a permis à la Côte d'Ivoire d'accéder à ce point d'achèvement. Sinon, sous Laurent Gbagbo, les conditions économiques étaient déjà revenues. Est-ce que M. Joël Nguessan
porte-parole du RDR, qui est tenté de faire cette récupération politique d'une question qui est purement économique et qui a été engagée, si je ne m'abuse, depuis quelques années, même je dirais depuis 29 ans. Sous Houphouët-Boigny encore, Houphouët-Boigny avait demandé l'allègement de la dette de la Côte d'Ivoire. C'est à partir de 1996 que ça a pris la dénomination PPTE. Sinon, la question de l'allègement de la dette des pays pauvres a toujours existé au niveau des institutions de Bretton Woods. Donc, monsieur, je comprends, hein, en tant qu'homme politique, vous êtes engagé. Mais est-ce que ça paraît judicieux et honnête en voulant communiquer et mettre au compte d'Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui ce point d'achèvement PPTE que la Côte d'Ivoire vient d'atteindre? Est-ce que ce n'est pas le travail, l'aboutissement du travail d'un certain nombre de prédécesseurs, de Félix Houphouët-Boigny, d'Henri Konan Bédié, si je peux le citer, de Robert Guigny et de Laurent Gbagbo? Est-ce que c'est à mettre uniquement cette réussite, qui n'est pas une réussite pour laquelle il faut se frapper la poitrine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le cas sur le président actuel, c'est-à-dire Alassane Ouattara? Bien, ma deuxième interrogation, c'est reviendra sur le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est désormais président de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire président de tous les Ivoiriens. Quand est-ce qu'il va quitter la présidence du RDR dont vous êtes le porte-parole? C'est la deuxième question. Parce que depuis là, le RDR est dirigé par un responsable intérimaire. Donc Alassane Ouattara est censé être toujours le président du RDR. Ce qui, à mon sens, n'est pas normal. Quand est-ce qu'il va quitter ses responsabilités de président du RDR, surtout qu'il est le président de nous tous les Ivoiriens? Ma troisième interrogation, c'est, bon, on l'a déjà abordé hein, sur la question sécuritaire à laquelle vous répondez par le fait que les avions en Côte d'Ivoire sont toujours remplis. Je venais revenir sur moi-même ma situation personnelle en qualité de correspondant du quotidien L'Intelligence d'Abidjan. J'effectue pratiquement tous les 3 mois des déplacements à Abidjan où je vais régler mes affaires professionnelles et familiales à Abidjan. J'ai toujours eu du mal depuis 2002-2004 à avoir un billet d'avion une semaine à l'avance. Donc la destination Côte d'Ivoire a été toujours une destination prisée. Quelle que soit la situation, ça a été toujours une destination prisée. Est-ce que l'argument du fait que les investisseurs arrivent en Côte d'Ivoire, est-ce que le fait que la destination Côte d'Ivoire soit toujours une destination prisée est une garantie suffisante pour dire que la sécurité est rétablie en Côte d'Ivoire? Quand nous savons que nos parents nous appellent chaque jour, que la charité de la vie, la pauvreté grandissante conduit nos jeunes sœurs dans des comportements de dépravation peu honorables. Est-ce que vous pensez que la... Chef. Ça c'est un Sprite, on m'a demandé 2 Sprites. Donc voilà ce que je voulais dire exactement. Voilà les 3 petites questions, 3 interrogations, mais je pense que la question de la sécurité, on l'a déjà abordé, on va aborder ça dans la suite. Bien, merci beaucoup. Vous avez tenté de dire que un homme politique, nous voulons récupérer l'initiative PPTE pour le compte du président Ouattara. Mais c'est de bonne guerre. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Hein? Vous voulez que je fasse quoi? Mon président est au pouvoir. Non, attention. Et en même temps, vous dites que les conditionnalités, on ne doit pas mettre les questions de bonne gouvernance, les questions de démocratie. Mais écoutez, vous pensez que les Blancs là sont suffisamment fous pour envoyer leur argent dans un pays, hein, ou bien alléger la dette de quelqu'un qui ne respecte pas les droits de l'homme? Non, je dis. Vous avez évoqué les 3 conditionnalités. Non, c'est important. C'est important. Je vais vous lire maintenant. Les droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Je vais vous lire maintenant les éléments du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Je vous ai parlé de 2 instruments. Il y avait le DSRP et puis le PND, Programme National de Développement. Ces 2 instruments devaient être mis en place avec des indicateurs de pilotage avant qu'on arrive à l'initiative PPTE, au point d'achèvement. Et il se trouve que à l'intérieur de ces 2 instruments, on parle de bonne gouvernance, hein, on parle d'état de droit. Ok.
Aujourd'hui, au niveau des institutions financières du développement, tant qu'il n'y a pas d'état de droit, hein, le développement ne se fait pas sans état de droit, sans bonne gouvernance. C'est des indicateurs. Et vous voulez séparer. Non, je vous dis que on ne peut pas séparer parce que les deux vont de pair. C'est vrai, les conditionnalités directes de l'initiative PPTE sont Purement économique. non, ne sont pas purement économiques. Parce qu'on ne peut pas détacher l'économie de la mauvaise gouvernance. Hein, ou de la bonne gouvernance. On ne peut pas détacher. C'est purement intellectuel ce que vous êtes en train de dire. Restez dans le cadre d'un pays. Hein, on ne prête pas à quelqu'un qui gouverne mal. On ne prête pas à quelqu'un qui gouverne mal. On ne prête pas à quelqu'un qui ne respecte pas les droits de l'homme. Le développement ne se fait pas sans état de droit, sans bonne gouvernance. C'est des indicateurs. Et vous voulez séparer. Non, je vous dis que on ne peut pas séparer parce que les deux vont de pair. C'est vrai, les conditionnalités directes de l'initiative PPTE sont Purement économique. non, ne sont pas purement économiques. Parce qu'on ne peut pas détacher l'économie de la mauvaise gouvernance. Hein, ou de la bonne gouvernance. On ne peut pas détacher. C'est purement intellectuel ce que vous êtes en train de dire. Restez dans le cadre d'un pays. Hein, on ne prête pas à quelqu'un qui gouverne mal. On ne prête pas à quelqu'un qui gouverne mal. On ne prête pas à quelqu'un qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est aussi clair. J'ai été ministre des droits de l'homme. Je peux vous dire que pendant que j'étais au gouvernement, le Premier ministre Bani a fait le tour. Il était allé aux États-Unis. Il a été en Angleterre. Après, il s'est retrouvé en Hollande, à Bruxelles. Quand il est arrivé à Abidjan, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, avant d'arriver, il m'a appelé, il dit, viens m'accueillir à l'aéroport. Et tu viens avec le ministre Dibi. J'y suis allé avec le ministre Dibi. J'y suis allé avec à la réunion. Vous savez ce qu'il nous a dit dans le salon d'honneur? Il a dit à Dibi, tant qu'on ne donne pas les moyens au ministre des droits de l'homme de travailler, on n'obtiendra pas un sou de l'extérieur. C'est important ça. Il n'y a pas de, par les temps qui courent, il n'y a pas de situation de droits de l'homme séparée de l'économie. Quand vous ne respectez pas les droits de l'homme, on ne vous prêtera pas un sou. C'est un peu ça. Deuxièmement, vous semblez dire que bon, je vais tirer la paternité par rapport au président Ouattara. J'ai oublié les institutions là. Elles ne sont pas compliquées. Hein. Elles ne prêtent pas l'argent à leurs ennemis. Ceux qui se comportent en ennemis là, des institutions internationales, ceux qui ne respectent pas l'ONU, ceux qui sont là en train de demander aux gens, faites partie de l'ONU, chassez ceci, un Français, achat français, ceux-là, ils ne peuvent pas avoir d'argent de la part des institutions internationales. Parce que vous prônez la xénophobie. Et ça, ça ne passe pas. C'est une réalité. Pour revenir sur nos frères. Pourtant, vous êtes ministre de ce gouvernement-là. J'ai été ministre de ce gouvernement, justement, notre objectif, c'était d'atténuer les souffrances des gens par rapport au manque de droits de l'homme. C'était d'atténuer cela. C'était important. Pendant que j'étais au gouvernement, j'avais un rapport. Nous faisons vos rapports. Bien sûr que nous faisions nos rapports. Donc ce n'est pas un monologue. Je voudrais que, sur ce point, dire à monsieur que c'est une vue de l'esprit que de séparer les questions de droits de l'homme et de bonne gouvernance des questions d'ordre économique. Vous avez parlé de la présidence du RDR. Un parti est organisé. Un parti a son congrès. C'est le congrès qui décide si oui ou non on change de président ou non. Donc le président Ouattara de lui-même, aujourd'hui, il est au-dessus des partis. Il est président de tous les Ivoiriens, mais c'est le congrès du RDR qui va en décider. Donc il est un peu prématuré tant qu'on n'a pas eu notre congrès que je puisse répondre à cette question. Vous avez parlé de votre situation personnelle. Vous allez souvent tous les 3 mois à Abidjan. Les avions sont toujours pleins. Les avions sont pleins de quiches. Des Ivoiriens, des hommes d'affaires, des Ivoiriens... Je vous dis qu'aujourd'hui, là, si vous allez à Roissy, dans un vol où il y a 300 personnes, vous aurez près de 250 personnes qui sont des investisseurs. C'est une réalité. La semaine dernière, nous avons voulu organiser un petit séminaire dans un hôtel à Abidjan. J'ai passé 3 jours sans avoir une salle. 3 jours.
Je suis allé au golf, à l'hôtel Tiama, j'ai fait l'hôtel Ivoire, partout. Il n'y avait pas de place. On me dit, ah, monsieur le ministre, pendant les 2 semaines qui suivent, tout est déjà surbooké. Vous arrivez à Yamoussoukro, il n'y a même pas de place. Ça, c'est une réalité. Mais si c'est un Ivoirien qui rentre chez lui, quand il rentre chez lui, il va où ça? Il ne va pas à l'hôtel. Il va à son domicile. Ou bien il va dans son village. Donc, c'est vous dire que c'est une réalité qu'il ne faut pas nier. Cherté la vie. Vous savez, les aubergines, là, il faut du temps pour les produire. Il y a un principe simple en matière d'économie qu'on appelle le principe de la loi de l'offre et de la demande. Quand l'offre d'un produit est abondante sur le marché, les prix baissent. Quand l'offre est faible, les prix s'accroissent. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces dernières années? On faisait la guerre. Il n'y avait plus de plantation de tomates. Il n'y avait plus d'aubergines. Il n'y avait plus de piments. Il n'y avait rien. Et puis on est surpris que les prix soient élevés. Je vais vous dire, j'ai été à comment on appelle ça? Ici, lors d'une cérémonie que je présidais. Et vraiment, j'ai été surpris de la qualité de la banane qu'on trouvait sur les marchés, au bord des routes. Mais c'était tellement de petite taille. Donc, je me suis arrêté et j'ai demandé à une dame, j'ai dit, mais madame, pourquoi les bananes sont aussi petites? Elle me dit, c'est simple. Non seulement on n'a pas pu faire nos champs, mais le peu, quand les bananes sont avortons, là, on s'en les cueillir pour commencer à les vendre. Et puis, ajouté à cela, on a eu une très mauvaise pluviométrie. Très mauvaise pluviométrie. À un tel point qu'il y a eu un décalage. Moi, j'ai un indicateur qui ne me trompe pas en matière de pluviométrie. Je regarde les flamboyants. Il y a des périodes de l'année où il y a des flamboyants qui flamboient même de manière spectaculaire. Quand vous prenez la route de Daokro, vous prenez Tumodi, ça flamboie de manière spectaculaire à partir du mois de janvier, février. Je vous dis que c'est maintenant que les flamboyants ont commencé à flamboyer. Alors quelqu'un me faisait remarquer qu'il dit, bon, c'est peut-être nos bêtises qu'on a eu à faire là qui font que les abeilles sont parties et n'ont pas pu polliniser et donc ça met du temps. C'est vous dire que la cherté de la vie, c'est pas compliqué. Hein. Un bœuf, il faut 3-4 ans avant de pouvoir le manger. Si pendant 3-4 ans vous n'avez pas produit, c'est tout à fait normal. Mais ne vous en faites pas. Avec la pluviométrie que nous sommes en train de connaître, et avec les programmes qui vont être mis en œuvre, surtout d'assistance à la production du vivrier, je ne sais pas si vous suivez, le gouvernement vient de prendre la décision, le président a enjoint le ministre de l'Agriculture d'installer rapidement des dizaines de milliers de jeunes gens pour se mettre dans la production du vivrier. Je pense qu'on va contrebalancer les effets et l'offre étant abondante, je suis presque persuadé que dès la période de septembre et à décembre, on constatera qu'il y a eu une baisse considérable. Un autre facteur aussi qu'il ne faut pas oublier, vous êtes journaliste, vous savez très bien que de 2011 à maintenant, le coût du baril du pétrole s'est renchéri de près de 30%. Malgré cela, l'État de Côte d'Ivoire a fait l'effort de ne pas augmenter les prix. Or, quand le coût du baril du pétrole augmente, cela impacte directement le coût des facteurs de production des produits manufacturés. À partir de cet instant, il est tout à fait normal que certains produits manufacturés puissent avoir leur prix élevé. C'est ce que je voulais dire par rapport à la cherté de la vie. Bon, sécurité, on en a longuement parlé. Je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus. Non, il y a deux personnes qui voulaient parler. Le sentiment n'est pas dû au fait que on a l'impression, et je crois que c'est d'ailleurs que la justice qui fonctionne aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une justice des vainqueurs. Parce que jusqu'à présent, en tout cas, aucune personnalité importante du pouvoir compromise, entre guillemets, dans les événements qui sont déroulés à l'Ouest, en tout cas, n'a été jugée. Merci. Et voilà. Est-ce que ce n'est pas justement ce sentiment qui fait naître... Merci, j'aime bien l'expression compromise en guillemets. Je mets les guillemets parce que... C'est ça que j'aime bien cette précaution, elle est belle. Hein? Parce que c'est après enquête qu'on peut identifier clairement qui a fait quoi. Ah. Les enquêtes sont mieux. D'accord. Maintenant, je vous dis, on est entre nous, hein. Parlons-nous. Disons-nous les choses telles qu'elles sont. Vous pouvez même le rapporter. Donnez-moi un exemple dans le monde entier où il y a eu la justice des vécus. Mais est-ce que la justice des vécus? Non, non. Donnez-moi ça, parce que c'est une expression que les gens prononcent
comme ça, à la va-vite. Justice des vainqueurs, justice des vainqueurs. Non, attendez. Parce qu'il n'y a pas de justice des vaincus. Monsieur le ministre, non, on ne va pas nous faire penser que la justice des vaincus peut exister. Non. Parce que nullement ça n'existe qu'il y a une justice. C'est quand cette justice n'existe pas que ça. Je vais vous dire, pourquoi je vous dis ça? Monsieur le ministre, vous n'allez pas nous dire des choses qui sont invraisemblables. Non, et c'est très vraisemblable. Je vais vous dire pourquoi. C'est devenu un slogan. Justice des vainqueurs, justice de ceci, justice de cela. J'ai eu le privilège de rencontrer certains membres du secrétaire d'État américain qui ont soulevé ça. Je leur ai dit, écoutez, avant même de répondre à votre question, regardez dans l'histoire du monde et puis dites-moi où il y a eu déjà une justice des vaincus. Bref, ce n'est qu'une petite parenthèse. C'est vous dire quoi? Que le président Ouattara a été assez clair. Pas d'impunité. À ça, ceux qui ne le connaissent pas n'ont qu'à se détromper. Pas d'impunité. Le président Ouattara a demandé à ce qu'il y ait une commission nationale d'enquête. Cette commission nationale d'enquête va produire son rapport dans les semaines à venir. Et le président Ouattara fait partie de ceux qui ne se mêlent pas des questions de justice. Il dit quand le rapport sort, je le remets au procureur et s'il y a des poursuites, il les appliquera. Point barre. Il ne sera pas fait autrement. Mais attendez. Il y a certains qui aujourd'hui ont été pris en flagrant délit dans la commission de certaines fautes graves. Écoutez, quand un bataillon s'en a tiré sur des femmes au menu, franchement, on n'a même pas besoin de faire enquête. Il suffit tout simplement de savoir quel est le bataillon qui est sorti à Puerto. Il était dirigé par qui, qui est sorti de la gendarmerie, il était dirigé par qui. On prend les douilles, on dit bon donc c'est tel bataillon qui a fait. C'est terminé, ça c'est un cas de flagrant délit. Donc ça ne va pas plus loin. Quand des individus s'en vont prendre à la BCAO de l'argent dans des malles, on n'a pas besoin de mener des enquêtes. On les arrête. Parce que la BCAO c'est un instrument communautaire. Comment des gens peuvent se lever et puis aller prendre cet argent? C'est du voyou, c'est la voyousie, c'est du grand banditisme qui a été commis par nos frères. Cela c'est tout à fait normal. Quand un président est élu, vous l'empêchez de pouvoir s'installer et vous formez un gouvernement fantoche. Tous les membres de ce gouvernement qui ont participé à ça, écoute, ils sont passibles de haute trahison. C'est aussi simple que ça. Passibles de haute trahison. Alors après maintenant les gens disent, oui, justice des vainqueurs, c'est seulement un camp. J'ai dit, soyons patients. Soyons patients. En Côte d'Ivoire, notre problème vient du fait que pendant des années, chaque fois qu'il y a eu des crimes, personne n'a été poursuivi. Souvenez-vous, à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué les gens du charnier de Yopougon. À la date d'aujourd'hui, au mois de mars 2004, l'opposition dont nous faisions partie avait décidé de faire une marche. Les hélicos de combat sont sortis, ont tiré à balles réelles sur les manifestants qui n'étaient même pas sortis. Près de 400-500 morts, selon les rapports officiels de l'ONU. On n'a jamais su qui a fait ça. Jamais. Novembre 2004, un crime de guerre inqualifiable. Parce qu'on veut faire l'opération Liberté, on coupe le courant et l'électricité au nord de la Côte d'Ivoire, en plein mois de carême. On n'a jamais su qui a fait ça. On n'a jamais puni. Bon, je ne citerai pas mon cas personnel. Pendant la crise, allez-y. Eh bien, je suis allé rendre visite au président Bani, je revenais, le 8 avril. Je tombe sur des gens qui étaient dans un cas, dans des chars. Mon aide de camp a cru que c'était des FRC. Mais c'est qui? Les gars sortent. Mon aide de camp sort et dit, c'est le ministre Joël Guessan, conseiller du président Ouattara. Oh putain, c'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. 4 de mes gars ont été abattus sous mes yeux par les escadrons de CKC-47. Sous mes yeux. Ok? Oui, c'est ça. Alors, ce CKCK que j'ai vu faire, vous voulez quoi? Qu'on mène enquête encore? On ne mène pas d'enquête quand c'est un flagrant délit.
Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous reveniez sur les détails. C'est important puisque dans le conflit qui aimerait bien comprendre, fait partie. Moi, j'ai des un souci. victimes. Je fais partie des victimes. C'est vous dire que. Tous ont des questions à poser. Ils ont des questions. Alors, c'est vous dire que. Hein, pardonnez, le slogan justice des vainqueurs, là, laissez la justice ivoirienne pour se faire. Monsieur le ministre, ce n'est pas un slogan. C'est un slogan. C'est une réalité. C'est pas une réalité. Monsieur le ministre, moi, j'ai Oui, une question. je vous écoute. C'est Karim Wali. Ma question est très simple. C'est effectivement, vous avez dit tout à l'heure que l'ancien régime a posé vraiment des actes vraiment innommables. Et il se trouve que dans ces membres d'ancien régime, il y a les généraux Mangou et Kassaraté qui, on le sait, pilotaient les opérations militaires pour le camp de Laurent Gbagbo. Et à notre grande surprise, ces deux généraux n'ont pas été arrêtés, n'ont pas été inquiétés, mais plus grave, je mets entre guillemets, plus grave, ont été bombardés ambassadeurs. Alors, est-ce que le fait d'avoir commandé les FDS qui ont, si vous voulez, fait bombarder les femmes d'Abobo, comme vous dites, et commis des exactions, et nommer les patrons de ces FDS, d'accord? Est-ce que selon vous, ce n'est pas une grave erreur commise par M. Ouattara, une erreur politique? Non, je ne crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Mangou et Kassaraté ont été clairs. Et le président Ouattara en a parlé un peu. Leur famille était prise en otage. Là, c'est le premier élément. C'est important. Je vais vous donner un cas bien précis. Le général de Teloto, qui est un ami à moi, parce qu'on a fait l'école ensemble. Le général de Teloto est parti au palais présidentiel, convoqué par le président de la République d'alors, pour parler justement de l'opération qu'il avait sur Anyama. Il a dit au président, monsieur le président, Anyama n'est pas une cible militaire. Abobo n'est pas une cible. Au sortir de cet entretien, sa fille qui vient à Moscou l'appelle pour dire, papa, je viens de voir sur le net qu'on dit que tu es mort. Il dit, ah, ça veut dire que quelque part, il y a une opération qui est lancée contre ma personne. C'est comme ça qu'il a fui. Il est parti se réfugier après avoir, comment on appelle ça, mis à l'abri sa famille. Écoutez, mes frères, on était dans un régime fasciste. C'est de Beaupré, CKCK et Abé qui dirigeaient. Madame Gbagbo allait à l'état-major pour s'enquérir de l'état d'évolution. Si vous vous souvenez bien, au moment du déclenchement des opérations, Madame Gbagbo est partie à l'état-major. Qu'est-ce que la première femme dame d'un pays va faire à des militaires? Est-ce que c'est elle qui gouvernait? Voilà la réalité. On était dans un régime fasciste, une forte dictature. Les gens avaient besoin de se protéger. Et donc, le président Ouattara a levé un petit point de balle. Je vous dis que certains étaient pris en otage. Ça, je peux vous le certifier et je peux vous le confirmer. Maintenant que la situation est revenue normale, on sait qui a fait. Le colonel Conan Boniface, il est où aujourd'hui? Il est à Abidjan, il va qu'à ses occupations, il vient même de connaître une promotion. Je viens de commettre une promotion. Donc il y a des affaires qui relèvent de l'État, du secret de défense, pour lesquelles seules les autorités savent pourquoi ils ont pris telle décision par telle autre. C'est important. Ne vous trompez pas, on était dans une dictature. Et quand on est dans une dictature, ne vous en faites pas, il est mieux d'être vivant que d'être mort. Surtout que ceux qui étaient en face n'avaient aucun respect pour la vie humaine. Ils tuaient de manière insensible. Il faut les voir battre. Ils tirent dans la tête. Ils tirent entre les omoplates. Je les ai vus faire. C'est pas on dit. Vous comprenez? Chez moi, c'est important. Dans cette situation-là, face à une dictature, il faut savoir être intelligent. Justement, donc pour terminer, maintenant, puisque rapport à ce que vous venez de dire, donc je reviens toujours sur la même question. Mangou et Kassaraté sont des sachants, sont des acteurs clés de la crise. À quel moment ces deux acteurs viendront témoigner? Ne vous en faites pas, Non, peut-être qu'ils ont déjà témoigné.
Parce qu'en fait, leurs témoignages seront vraiment des témoignages clés pour comprendre. C'est vous qui le dites, quand je note. Mais s'ils viennent dire de vive voix, c'est plus intéressant encore. Alors qu'ils ont été nommés ambassadeurs. Est-ce que, à quel moment moi qui vous parle, oui. Avant même qu'on annonce l'arrivée au Campo à Abidjan, ils nous avaient déjà, les enquêtes étaient terminées. C'est compris? Tous ceux qui ont été victimes, hein, avec les preuves à l'appui, tous ces gens ont été entendus. Moi qui vous parle, j'ai été entendu pendant 3 jours. Ce qui fait que ce n'est pas, ne croyez pas que c'est de l'amusement, c'est pas vrai, c'est pas de l'amusement. Les gens travaillent de manière professionnelle. Pendant 3 jours, ils m'ont pris de 8 h du matin jusqu'à 19 h, 20 h. Pour que je décrive exactement les circonstances dans lesquelles les crimes ont été commis. Avant même qu'on ne parle de la cour pénale, les enquêtes étaient déjà finies. Actuellement, c'est des compléments. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je peux vous parier que Kassaraté et Mangou ont déjà été entendus. Je peux le parier, mais je vous dis, je ne suis pas dans le secret des dieux. Parce que ce n'est pas un jeu. Ne pensez pas que les 3000 morts là, ça va être passé en fait et profit. Mais pourquoi seulement 3000 morts? Il n'y en a pas plus. Je pense même qu'il y en a plus. Mais pourquoi on se limite à 3000 morts? Mais parce que c'est les chiffres officiels annoncés. Mais sinon, quand les gens vont sortir... Et les autres victimes? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle autre victime? Ils sont tous des victimes. C'est des victimes. Non, mais s'il y en a 5000, 6000, autant les évoquer. Mais non, attention. Dans l'état actuel des investigations, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a 3000. Peut-être qu'il y en a plus. C'est qu'on est dans le faux. Non, on n'est pas dans et le si faux. Tout le monde doit s'accorder à 3000 alors qu'il y en a peut-être 10 000, il y en a peut-être 15 000. Même déjà, un mort, c'est trop. Un seul, c'est trop. Hein? Arrêtons de faire le... Comment on appelle ça? Les statistiques macabres. Mais justement, donc il ne faut pas se limiter à ce chiffre. Non, j'ai dit non. Il y a eu des morts. J'ai dit le plus important, il y a eu des morts. Voilà. Il y a eu des morts et ceux qui ont commis ces crimes-là doivent être punis. On est d'accord. Au lieu que tu cherches à se transformer en bourreau, une chose en victime. Et les 3000 morts, vous les imputez à quel camp? Pour l'heure, pour l'étape des enquêtes, et ce que je sais, c'est que je vous ai dit que les cas de flagrant délit sont déjà là. On attend le résultat de l'enquête. Hein? Parce qu'on a l'impression que vous vous substituez au procureur de la République finalement. Non, non. Parce que vous dites que... Notre pouvoir ne veut pas se mêler des affaires, des choses. Mais les flagrants délits, là, ils sont connus. Hein? Les flagrants délits sont connus. C'est quand aujourd'hui, il ne peut pas parler devant moi. Monsieur oui. Juste une question. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire CKCK? Parce que c'est vrai que cela paraît un peu comme une histoire montée toute pièce. On ne sait pas qui est ce monsieur. Vous qui l'avez côtoyé, puisque vous avez mis pratiquement... Non, vous avez mis presque son pistolet à la table. Est-ce que vous pouvez dire qui est cet individu? Est-ce que vous avez vu? C'est un monsieur qui est un illuminé. C'est un illuminé. Ça veut dire quoi? Illuminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui commet des crimes et puis quelques minutes après, vous le voyez, il est assis là. C'est serré en fait. C'est ça. C'est aussi simple. Hein? Je ne vais pas faire le portrait psychologique, mais je le résume. Hein? Vous savez, sous Staline, il y a eu... Même sa fille n'osait même pas lui demander, mais où est maman? Elle était terrifiée. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a des illuminés comme ça que malheureusement nous avons connus en Côte d'Ivoire. Hein? Il y a eu des illuminés que nous avons eu en Côte d'Ivoire, c'est grave. Plus jamais ça, il faut éviter. Je demandais pas lui. Oui. Monsieur le ministre. Y a-t-il quelqu'un de côté? On reprend par... Mais tu ne reviens pas sur la deuxième question encore. Hein. Non. Je vais vraiment revenir sur... Ça, vous avez parlé de la destination en Côte d'Ivoire qui était maintenant devenue prisée. Et je pense qu'on a acheté la ville, vous avez aussi parlé, vous avez dit qu'on a passé 10 ans en train de faire la guerre en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, nous au sérieux, nous sommes des journalistes, nous suivons l'actualité. La guerre en Côte d'Ivoire, si on veut parler de la justice électorale... Je n'ai pas dit qu'on a passé 10 ans à faire la guerre. Vous avez dit qu'on a passé 10 ans à faire la guerre, je n'ai pas dit ça. On n'a pas pu planter des tomates, planter des aubergines. Oui. Voilà. La guerre, on n'a pas passé 10 ans en train de faire la guerre en Côte d'Ivoire, c'est un. De deux, je me souviens encore en 2008-2009, lors du Salon mondial du tourisme, ici à Deauville, le ministre, le commandant du tourisme d'alors, Foulan Sidiki, a dit que la Côte d'Ivoire, is back, est maintenant réelle. Et vous dites que c'est maintenant sous Ouattara que la Côte d'Ivoire est is back. Mais attendez. Il y a un souci là.
Attendez, il y a quelque chose qui me surprend. À chaque fois, quand il y a un moment qui arrive, la côte des Isbac, quand l'autre arrive, la côte des Isbac. On a compris la question. On a compris votre question. Vous parlez à qui là? Hein? Je parle au ministre des droits de l'homme. Au ministre des droits de l'homme, je parle au porte-parole du RDR. Voilà. Merci. Je parle au principal. Ok. Ben dites donc, ils ont pris la table, vous. Ben dites donc, ils sont gentils avec vous. C'est accueillant ici. Alors non, c'est pas le porte-parole. Et vous allez manger debout. Je parle le porte-parole du RDR. Bien, sachez que chez nous, il y a un proverbe qui dit qu'on monte jamais son village avec le bras gauche. Franchement, vous avez des réponses très simplistes. Non, elle n'est pas simpliste. Elle est très simple. Elle est très simple. Bon, on n'a vraiment rien fait de positif. Écoutez, voici des enseignants qui arrivent au pouvoir en 10 ans, ils n'ont même pas construit une seule école. Pourquoi? Hein? Pourquoi ils n'ont pas pu? Parce qu'ils prenaient cet argent pour acheter des armes. 600 milliards. Parce qu'on l'obligeait à construire. Non, acheter des armes. À construire la paix. Non, acheter des armes. On l'obligeait à acheter 600 milliards d'armes. Vous avez vu le stock d'armes qu'il y avait à Yamoussoukro? C'est effarant. Hein? Il n'a construit aucun hôpital. Et avec ça, il n'a pas pu mater la rébellion de Boaké. Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Mais tu as vu la quantité d'armes? On n'a pas compris pourquoi on n'a pas pu mater la... J'ai dit, mais c'est incroyable. Il voulait faire la guerre à qui? Il voulait exterminer son peuple. On lui a posé juste la question, mais monsieur le président, vous bombardez Boaké ou Korogo, ce n'est pas des Ivoiriens? Non. Disons les choses telles qu'elles sont. En 10 ans, on a eu le malheur d'avoir un président qui s'appelle Gbagbo. Pourtant, vous n'avez pas de besoin du gouvernement. Pourtant, vous n'avez pas de besoin de son gouvernement. J'ai dit, l'accord de Marcoussi est assez clair. C'est un partage de pouvoir. Merci. Merci. Si jamais je vois ça. Monsieur le ministre. Oui. Cette réflexion que je vais faire, c'est plutôt une réflexion, une question. Oui. Je vous ai plusieurs fois lu, plusieurs fois écouté. Oui. Monsieur est très éloquent, il tient un discours très souvent élaboré. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous avouer véritablement ma déception de notre entretien. La vision que vous avez de la Côte d'Ivoire est tellement partisane. Que je crains pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous avez été ministre de la République, même si c'était au nom du RDR, mais vous êtes ministre de la République de Côte d'Ivoire. De nous tous les Ivoiriens. Mais en vous entendant aujourd'hui, vous ramenez tout à Ouattara, vous ramenez tout au RDR, vous ramenez tout, vous avez été victime, vous avez souffert. Nous avons vécu une crise. Vous dites en décembre 2010. Je suis allé à Abidjan à partir du 5 décembre 2018 à Abidjan. J'ai vécu toute la crise. Moi, je suis rentré ici à Paris le 7 août. J'ai vécu la crise. J'ai vécu ceux qui sont venus m'agresser. Ceux qui sont venus m'agresser dans mon appartement au Dieu Plateau, à côté de la maison de Nadi Bamba, ce ne sont pas les miliciens de Laurent Gbagbo. Ceux que j'ai vus qui sont venus m'agresser, ceux qui ont pris ma télévision, ils sont habillés en tenue FRC, qui sont habillés, qui ont pris ma télévision, qui ont pris mon ordinateur, qui ont pris la voiture de ma femme, ce ne sont pas des miliciens FRC. J'ai vécu aussi moi aussi j'ai été victime. De la même façon vous avez été victime, moi aussi j'ai été victime. J'ai retrouvé le corps du petit frère de mon père en brousse. Tué par Gbagbo peut-être? Vous voyez, ceux-là qui les a tués, vous voyez, voilà pourquoi j'ai dit, quand vous êtes arrivé à un moment de responsabilité, vous avez été ministre de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on continue de vous appeler monsieur le ministre, parce que vous avez eu la responsabilité de notre pays. Mais certainement, partout où vous arriverez, on saura que vous avez des secrets d'État. Donc moi, aujourd'hui, je le dis avec honnêteté, comme j'ai l'habitude de l'être. Je suis pratiquement déçu de l'entretien, parce que votre discours était tellement partisan que j'ai l'impression que c'est le même discours qu'aujourd'hui tous nos politiciens ou tous nos hommes politiques dirigeants tiennent. Ils sont partisans. Chez les Gbagbo, c'est eux qui sont dans la vérité. Chez Ouattara, c'est eux qui sont dans la vérité. Chez BD, c'est eux qui sont dans la vérité. Aujourd'hui, où est l'intérêt du peuple, où est l'intérêt des civils et des citoyens, si ce n'est pas l'intérêt des politiques? Bien. De grâce. C'est ça, cette Côte d'Ivoire, vous nous donnez de voir. Bien. En tout cas, merci. Comme c'est une intervention et que c'est une émotion que vous exprimez, je crois que ça ne mérite pas de réponse. Si c'était une question, peut-être que je vous aurais répondu. Si, il y a une question, Non, il n'y a pas de question. Non, il était clair, il a dit que c'est pas une question. Il a dit que ce n'est pas une question, que c'est une émotion qu'il émettait. Non, mais lui, il ne veut pas. Allez, non, je peux
avant que vous interrogiez, je Il peux a dit que c'est pas une question. Non, non, laissez. Vous savez. Moi, je souhaite que le ministre fasse un commentaire sur ça. Non, non, Ça s'analyse aussi pour poser des questions. Vous permettez. Vous permettez, je vais me dire. S'il vous plaît. Vous savez, je me réjouis. Hein? Je me réjouis du fait que nous tous, nous avons été victimes. Nous tous. Ce qui est insupportable, c'est quand les bourreaux veulent devenir des victimes. C'est arrogant. Et c'est ça qui nous énerve. Sinon, je garde toujours mon même discours, qui est fait de sincérité, de pragmatisme. Je n'ai pas changé. Mais quand vous avez été victime comme moi, hein, et que ceux-là qui ont commis ces actes disent « je n'ai rien fait », ça pose problème. Qu'est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on va enfin reconnaître, quel que soit notre bord, notre part de responsabilité. Nous avons été, dans le cadre du G7, à Korogo, à Boaké, dans les années 2003. Guégué m'a dit, au stade de Boaké, s'est mis à genoux pour demander pardon à la nation ivoirienne. Pour dire oui. Nous, les politiques, nous avons notre part de responsabilité. Même si nous ne sommes pas coupables, parce que les culpabilités s'établissent selon les éléments de preuve. Guégué m'a dit la fait. On rentre à Abidjan. Quelques mois après, celui-là même qui a endossé la paternité de la rébellion, il présente des excuses à la nation. Oui, Soroguin. Il a présenté des excuses? Oui, de manière officielle, à la télévision. Il présente ses excuses. Pas plus tard qu'il y a quelques mois de cela, le président de la commission dialogue, vérité et réconciliation s'est mis à genoux pour demander pardon en disant que lui aussi il a une part de responsabilité. Lors de l'émission radio-télévisée du président Ouattara, il dit « En ma qualité d'homme politique, j'ai ma responsabilité dans le drame que mon pays a connu. » Il a dit. Oui, on peut l'envoyer. C'était le... Ouais, la viande. Ouais, vous pouvez l'amener. Alors, qu'est-ce qui se passe? On finit de manger, on parle. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On observe. Nos frères, je les appelle les frères. À Mananguissan, à Koulouran, on se rencontre. Danon Djédjé, j'étais à Danon Djédjé, grand frère. Quand est-ce que vous allez, le mot pardon va sortir de votre bouche un jour? Quand est-ce que vous allez être capable de dire, oui, nous avons une part de responsabilité? Si lui, il a dit, parce que lui et moi, on a assisté à une émission sur ONUCI FM, prenant la parole en premier, j'ai dit que nous, les politiques, et nous, le RDR, nous avons notre part de responsabilité. Lui aussi, Danon Djédjé, il a dit oui, à la suite du ministre Joël Nguessan, je confirme que, parce que nous avons été politiques, mais de manière officielle, sur les antennes, on n'a jamais vu ça. C'est ces discours-là qui fait qu'aujourd'hui, vous nous voyez dans une position, considérant les autres comme étant arrogants, surtout avec le nombre de victimes qu'il y a eu, dont les victimes que vous parlez, qui étaient des deux côtés, des victimes de partout. Écoutez, quand on tire sur à l'arme lourde, sur un marché là, ça ne trie pas. Hein. Les obus là, ce n'est pas des balles ciblées. C'est un coupable, c'est tout aussi. Attendez, c'est pour ça que je vous ai dit que le président Ouattara était clair sur le fait que pas d'impunité. Que ce soit clair. Je ne sais pas, c'est un concept qui est important pour lui. On attend de voir. Pas d'impunité. Laissez observer. Vous verrez. Vous serez surpris qu'il n'y aura pas d'impunité en Côte d'Ivoire. Maintenant, les langues ont commencé à se délier. Pendant des années, on ne savait pas qui a tué Guy Robert, sa femme et puis ses enfants avec les gens tués à la maison. On ne savait pas. Maintenant, les langues ont commencé à se délier. Alors, je suis en entretien. Oui, tu peux me rappeler dans quelques instants, s'il te plaît.
Donc c'est vous dire que, quelque part, je vous comprends dans votre émotion, mais je vous dis qu'il y a une prise de conscience profonde qu'on doit avoir, chacun à son niveau. Au lieu de camper sur nos positions qui consistent à dire c'est la faute de l'autre. Moi, généralement, quand j'écoute un homme politique dire c'est la faute de l'autre, là, c'est que vraiment c'est un enfant. C'est un enfant qu'on attrape en train de manger de la confiture, il a la bouche complètement pleine, il dit non, c'est pas moi. C'est l'impression que nous avons au niveau de nos frères d'en face. C'est pour ça que le président Ouattara a dit pas d'impunité. Je vous dis, faites-lui confiance. Vous aurez l'occasion de l'observer. À chaque chose, son temps. Bien. Donc j'espère que je vous comprends dans vos émotions, mais je vous dis, c'est l'irresponsabilité mise au niveau de nos propos à un moment donné qui fait que nous prenons certaines positions. Parce que c'est pas normal. Attends, je pense que. Attends, dernière question. Dernier, après moi j'ai juste une dernière question. Parce que c'est notre occupation pour revenir sur le thème. Donc parlons de flagrant délit. Entre 2003 et 2004, on sait très bien que les Nations Unies ont produit un rapport et ont indexé un certain nombre d'acteurs militaires et politiques en Côte d'Ivoire d'avoir commis des exactions. Et même qui ont été frappés même d'interdiction de voyage, etc. Je vais parler donc des jeunes tués, je vais parler des Foufier et Kwaku. Et donc, moi ce que je constate, c'est que jusqu'à aujourd'hui, dans ces flagrants délits dont vous parlez, je pense que dans le cas adverse, Foufier et Kwaku fait partie des gens, des personnes qui ont été prises en flagrant délit de torture, d'exaction, droits de l'homme, etc. À ce jour, il n'a jamais été inquiété. Alors que si on veut parler effectivement de flagrant délit, il aurait pu, dès les premières heures d'assistance au pouvoir d'Alassane Ouattara, être arrêté comme les autres aussi. Ça, c'est ma première question. Pourquoi, donc, dans le cas adverse, ceux qui ont commis aussi, ceux qui ont été pris sur les faits, ne sont pas inquiétés? Deuxième élément, vous avez parlé tout de suite d'un élément qui est très important. Parce que dans notre entendement, nous sommes tous des journalistes, mais aussi on a vécu plus ou moins les faits au pays. Le gouvernement de Laurent Gbagbo a comporté RDR, PDC, vous êtes resté au bout avec le président Gbagbo jusqu'à la dernière seconde. D'accord? Pourquoi, avec les informations que vous avez reçues, donc vous avez dit que Mangou, Kassarate et autres n'étaient plus les commandants, il y avait un pouvoir bis, pourquoi n'avoir jamais été tenté de démissionner pour qu'on puisse au moins à un moment donné vous laver de toute soupçon de connivence avec les actions de Laurent Gbagbo? Bien, merci, mes deux questions. Bien. Jusqu'à la formation du premier gouvernement de Ouattara, nous étions dans ce qu'on appelle l'accord de Marcoussis. L'accord de Marcoussis, avec ces accords complémentaires qui sont Pretoria 1, Accra 2, Accra 3, Pretoria 1, Pretoria 2, Ouaga 1, avec ces éléments complémentaires. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu le partage du pouvoir. Ce n'était pas un pouvoir de Gbagbo. Donc, la position que nous on avait, c'est de ne pas lui céder la possibilité de dire que c'est lui, c'est l'accord, c'est un accord qu'on a conclu. Ceci étant, je voudrais revenir un peu sur les rapports des Nations Unies sur les exactions commises depuis le 19 septembre 2002 jusqu'à une certaine date. Vous voyez, Gbagbo Laurent a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. Je suis bien placé pour vous dire que chaque fois que les membres de la Cour pénale internationale, sur la base des rapports qu'ils avaient en leur main, voulaient venir enquêter en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent leur a refusé le visa. À 5 reprises. C'est pas Gbagbo Laurent le visa. Non, il a interdit que ces gens-là ont. Je sais de quoi je vous parle. J'ai dit, je sais de quoi je vous parle. J'étais ministre des droits de l'homme, j'ai été à Genève, j'ai été approché, ils m'ont dit, mais pourquoi il ne veut pas qu'on aille enquêter alors que les rapports sont là? Ça, c'est une réalité. Moi, j'aurais souhaité que le président Gbagbo accepte que les juridictions internationales viennent. Je vous ai dit que c'est l'impunité en Côte d'Ivoire qui est à la base de nos problèmes. On a commencé par 52 morts. D'abord, ça a commencé dans les années 90, pour ceux qui ont la mémoire. Péa Domé, le jeune étudiant, Thierry Zébier. Le jeune élève. Élève, c'est ça. À Boville, oui. Merci de me rafraîchir la mémoire.
Hein? L'histoire des Yopougon, mais on n'a jamais puni qui que ce soit. C'est resté comme ça jusqu'à ce qu'on arrive pratiquement à un cas où on était pratiquement au bord de la rwandisation de notre pays. Hein? Tout simplement parce que... Depuis les RS sont là, il y a aussi des accessoires à Diokwe. Mais j'ai dit que parce que dans ce pays, il y a une prime à l'impunité. Mais maintenant qu'un président arrive au pouvoir et il dit qu'il veut lutter contre l'impunité, les gens disent pourquoi? Les gens disent mais pourquoi il veut lutter contre l'impunité? On ne dit pas pourquoi, monsieur le ministre. Pourquoi il ne commence pas dans son propre camp? Attention. Je vous ai parlé tout à l'heure des flagrants délits. En flagrant délit et enquête. Moi je vous attrape en train de voler. Vous voulez que je fasse enquête? Je vous attrape immédiatement. Vous allez directement, sans passer même par une procédure de choses. Hein. Les flagrants délits sont jugés le lendemain. Mais en mars 2011, on n'a pas fini non, j'ai pas fini de répondre. C'est pour ça que là, il y a enquête. Et les enquêtes vont sortir les résultats. Qui a fait quoi? Attendez les résultats des enquêtes. Ouattara ne fait pas partie de ces présidents qui font les enquêtes et puis les mettent dans un tiroir. Il ne les mettra pas dans des tiroirs. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit tantôt, concernant Fofié ou tout ça, la Cour pénale avait voulu mener ces enquêtes. Le président Ouattara est arrivé, il a circonscrit la saisine de la Cour pénale par rapport aux événements post-électoraux. Bon, la Cour pénale dit aujourd'hui oui, mais on autorise le procureur à se renseigner pour savoir si on ne peut pas aller jusqu'en 2002. Mais ils sont libres. Ils sont libres. C'est une juridiction internationale. Ce n'est pas le cousin de Ouattara qui dirige la CPI. Si vous comprenez. Ça veut dire qu'il y a une petite amalgame entre politique, justice et tout ça. Laissez-les. Laissez le président Ouattara faire son travail et laissez la justice faire son travail. Les gens sont pressés. On aura des surprises. On aura des surprises. La commission, c'est dans combien de temps après, juste pour nous éclairer? Bon, moi je sais qu'il y a une forte pression pour que les résultats sortent ces jours-ci. Ah oui. Donc c'est bouclé, les enquêtes sont bouclées. Oh, tous les gens qui devaient être entendus ont été entendus. On attend. Quartier par quartier, on sait qui a brisé son camarade. Moi, j'ai pas été entendu. Non, il y a eu un appel qui a été lancé pour que chacun aille.